les plus intelligents. Le malade renaissait peu à peu entre ses bras et reprenait le sentiment, sinon la vie. Le docteur surprit son histoire entre ces paroles entrecoupées. Parlez votre langue maternelle, lui avait-il dit. Je la comprends et cela vous fatiguera moins. Le missionnaire était un pauvre jeune du village d'Arradon, en Bretagne, en plein Morbihan. Ses premiers instincts l'entraînèrent vers la carrière ecclésiastique. À cette vie d'abnégation, il voulut encore joindre la vie de danger en entrant dans l'ordre des prêtres de la mission, dont saint Vincent de Paul fut le glorieux fondateur. À 20 ans, il quittait son pays pour les plages inhospitalières de l'Afrique, et de là, peu à peu, franchissant les obstacles, bravant les privations, marchant et priant, il s'avança jusqu'au sein des tribus qui habitent les affluents du Nil supérieur. Pendant 2 ans, sa religion fut repoussée, son zèle fut méconnu, ses charités furent mal prises. Il demeura prisonnier de l'une des plus cruelles peuplades du Nyambara, en butte à 1000 mauvais traitements. Mais toujours il enseignait, il instruisait, il priait. Cette tribu dispersée, et lui laissé pour mort après un an de ces combats si fréquents de peuplade à peuplade, au lieu de retourner sur ses pas, il continua son pèlerinage évangélique. Son temps le plus paisible fut celui où on le prit pour un fou. Il s'était familiarisé avec les idiomes de ces contrées. Il catéchisait. Enfin, pendant 2 longues années encore, il parcourut ces régions barbares, poussé par cette force surhumaine qui vient de Dieu. Depuis un an, il résidait dans cette tribu des Nyam Nyam, nommée Barafri, l'une des plus sauvages. Le chef étant mort, il y a quelques jours, ce fut à lui qu'on attribua cette mort inattendue. On résolut de l'immoler. Depuis 40 heures déjà durait son supplice. Ainsi que l'avait supposé le docteur, il devait mourir au soleil de midi. Quand il entendit le bruit des armes à feu, la nature l'emporta. À moi s'écria-t-il, et il crut avoir rêvé, lorsqu'une voix venue du ciel lui lança des paroles de consolation. Je ne regrette pas, ajouta-t-il, cette existence qui s'en va. Ma vie est à Dieu. Espérez encore, lui répondit le docteur. Nous sommes près de vous, nous vous sauverons de la mort comme nous vous avons arraché au supplice. Je n'en demande pas tant au ciel, répondit le prêtre résigné. Béni soit Dieu de m'avoir donné, avant de mourir, cette joie de presser des mains amies et d'entendre la langue de mon pays. Le missionnaire s'affaiblit de nouveau. La journée se passa ainsi entre l'espoir et la crainte. Kennedy très ému, et Joe s'essuyant les yeux à l'écart. Le Victoria faisait peu de chemin, et le vent semblait vouloir ménager son précieux fardeau. Joe signala vers le soir une lueur immense dans l'ouest, sous des latitudes plus élevées. On eût pu croire une vaste aurore boréale. Le ciel paraissait en feu. Le docteur vint examiner attentivement ce phénomène. Ce ne peut être qu'un volcan en activité, dit-il. Mais le vent nous porte au-dessus, répliqua Kennedy. Eh bien, nous le franchirons à une hauteur rassurante. 3 heures après, le Victoria se trouvait en pleine montagne. Sa position exacte était par 24° 15' de longitude et 4° 42' de latitude. Devant lui, un ciel embrasé déversait des torrents de lave en fusion et projetait des quartiers de roches à une grande élévation. Il y avait des coulées de feu liquide qui retombaient en cascades éblouissantes. Magnifique et dangereux spectacle, car le vent, avec une fixité constante, portait le ballon vers cette atmosphère incendiée. Cet obstacle que l'on ne pouvait tourner, il fallut le franchir. Le chalumeau fut développé à toute flamme, et le Victoria parvint à 6000 pieds, laissant entre le volcan et lui un espace de plus de 300 toises. De son lit de douleur, le prêtre mourant put contempler ce cratère en feu d'où s'échappaient avec fracas 1000 gerbes éblouissantes. Que c'est beau, dit-il, et que la puissance de Dieu est infinie jusque dans ses plus terribles manifestations. Cet épanchement de lave en ignition revêtait les flancs de la montagne d'un véritable tapis de flammes. L'hémisphère inférieur du ballon resplendissait dans la nuit. Une chaleur torride montait jusqu'à la nacelle, et le docteur Fergusson eut hâte de fuir cette périlleuse situation. Vers 10 heures du soir, la montagne n'était plus qu'un point rouge à l'horizon, et le Victoria poursuivait tranquillement son voyage dans une zone moins élevée. Fin du chapitre 22.